Je vais parler dans cette causerie du 4 mai 2014. J'en profite pour célébrer l'anniversaire de ma mère, qui aurait eu 101 ans aujourd'hui. Je vais parler des rapports entre Nostradamus et l'astrologie au niveau de ma recherche chronologique et historique. Vous savez que j'ai consacré énormément de temps et de travaux à Nostradamus, à l'histoire des centuries, à l'historique des centuries, à leur genèse. Et ce qui est le plus frappant, en prenant un certain recul, c'est la tentative de faire passer le tardif pour l'originel. Et c'est vrai pour Nostradamus, mais c'est aussi vrai pour l'astrologie. Nous avons affaire à des procédés qui consistent à faire du faux ancien, en quelque sorte, ou en tout cas à une forme d'escroquerie intellectuelle qui est derrière la représentation du passé, de la Genèse. Alors, je vais essayer de développer ce parallèle. Bon, dans le cas de Nostradamus, on a publié des fausses éditions de 1555, de 1557, donc du vivant de Nostradamus, qui correspondent en fait à des états extrêmement tardifs des centuries. Ce sont des éditions qui sont, on peut dire, antidatées de plus de 30 ans. Et donc, au lieu de laisser la trace d'états successifs et d'une évolution successive des documents, on nous place au commencement de la production de Nostradamus des états tardifs. En nous voulant nous faire croire que ces états sont originels. Alors dans le cas de l'astrologie, on a un processus assez comparable en fait. On veut nous faire croire que le premier état de l'astrologie était déjà un état constitué d'une astrologie se servant de toutes les planètes du septénaire. C'est ça un des enjeux principaux. Donc on occulte le stade où l'astrologie était centrée sur le seul cycle de Saturne. Et donc l'astrologue moyen est convaincu que, de toute façon, dès le départ, l'astrologie a commencé avec la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et pour pouvoir démontrer le contraire, c'est quand même un travail assez compliqué, en effet. Comme je l'ai écrit dans un texte récemment, ce qui est le plus simple est souvent le plus ancien. Et il y a ce qu'on peut appeler un phénomène de vieillissement. Alors, tout le monde est capable de reconnaître si quelqu'un a 5 ans ou 20 ans ou 50 ans. Comment il le fait? Parce que, justement, il s'aperçoit, il a des critères, il observe que si vous lui donnez plusieurs photos de la même personne à différents âges, normalement, il est capable de les classer dans la chronologie. Il ne va pas mettre le personnage à 50 ans avant le personnage à 5 ans ou même à 20 ans. Eh bien, on a la même faculté, plus ou moins, de classement chronologique en ce qui concerne les documents, en ce qui concerne les objets. On dira que les objets prennent des rides, enfin, ont des marques, des stigmates de vieillissement. Ça, c'est un art qu'il faut développer, cet art de rétablir la chronologie, la genèse, la généalogie, si on peut dire,
des choses et des gens. Si on n'a pas cette capacité, eh bien, on va avoir une généalogie, une chronologie totalement surréaliste. Et c'est ce que nous avons dans le cas de l'astrologie et des centuries. Nous avons des discours qui ne correspondent pas à la réalité chronologique. Et même les historiens aujourd'hui les plus sérieux, les plus mieux placés, s'en tiennent à des propos de ce type, c'est-à-dire qu'ils continuent à croire que l'astrologie des origines était constituée des 7 planètes et que les centuries sont parues dès 1555 et du vivant de Nostradamus. Donc c'est donc une espèce de maladie, je dirais, propre à l'histoire, c'est une maladie épistémologique, propre à l'histoire de l'ésotérisme, puisqu'on pourrait probablement voir d'autres exemples comme cela. Moi-même, j'ai fait un article important dans la revue française d'histoire du livre sur l'histoire de l'alchimie, et notamment sur le Splendor Solis. Là aussi, il y a de fausses chronologies, de fausses représentations. Et il faut avoir un instinct particulier qui est justement lié à cette capacité à dater, à situer les datations successives, même quand on n'a pas même si on a soit aucune date ou des dates qui sont contestables, on peut quand même reconstituer la chronologie des choses. On peut dire la même chose pour l'histoire des langues. Il est certain que les langues se corrompent, les structures de cohérence sont de plus en plus confuses, et là encore on peut remonter le temps en partant du principe que il y a des états antérieurs qui correspondaient à des représentations qui sont plus jeunes, si on peut dire. Enfin, à la limite, si on prend des photos de quelqu'un d'un certain âge, on peut reconstituer, même si on n'a pas des photos d'une époque plus ancienne, on peut reconstituer à quoi ressemblait plus ou moins cette personne 20 ans plus tôt. Ben, c'est pareil pour Nostradamus, c'est pareil pour l'astrologie. Cette capacité à remonter le temps, à rebrousser le temps, est absolument fondamentale pour l'historien. Et quand on n'a pas cette faculté, eh bien, on est un mauvais historien. Alors, la question de la corruption est intéressante dans le cadre de l'astrologie, en ce qui concerne notamment la fameuse affaire des domiciles des planètes et des exaltations. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute personne à peu près sérieuse s'aperçoit que le dispositif des domiciles d'exaltation que nous avons, que les astrologues emploient aujourd'hui, est un dispositif qui est complètement perturbé, qui est complètement bouleversé, et qui ne correspond absolument pas au dispositif d'origine. Et même si on n'a pas ce dispositif d'origine sous la main, on peut le reconstituer. Je répète, j'insiste beaucoup sur ce point. L'histoire n'est pas simplement le constat de ce que nous avons sous la main. Elle est capable aussi de procéder à une forme d'archéologie du savoir et de retrouver des états antérieurs, de les retrouver, c'est-à-dire de les reconstituer. Pas seulement de les retrouver texto, hein, mais de les reconstituer. Dans le cas de Nostradamus, on peut aussi retracer l'historique de l'œuvre véritable de Nostradamus. On sait notamment que dans ses almanachs, il y avait déjà des quatrains. Et que ces quatrains, qui n'ont rien à voir avec celle de Century, plus ou moins, mais que ces quatrains ont été à l'origine des quatrains des Centuries. Et j'ai montré notamment que nombre des quatrains de Nostradamus étaient au départ des textes en prose. Hein. Et notamment, il y a un cas intéressant, c'est quand il emploie dans l'almanach pour 1562, dans une épître traditionnelle, le mot Masselin, qui est une déformation de Marcelin d'ailleurs, comme il dit,
eh bien, on retrouve cela dans les centuries. Donc, en fin de compte, on peut dire que le corpus, en général, le corpus des quatrains, que ce soit les quatrains des almanachs ou les quatrains des centuries, dérive de textes en prose de Nostradamus. Il y a eu des additions par ailleurs, mais je veux dire que le quatrain, ça ne veut pas dire que Nostradamus ait fait ses quatrains. Attention. Ils dérivent, c'est-à-dire que quelqu'un les a faits à partir des textes de Nostradamus, à partir des pronostications de Nostradamus. De la même façon, le Centiloque, même s'il n'est pas de Ptolémée, c'est une œuvre médiévale, arabe, le Centiloque est dérivé de la tétrabible. On a pris des éléments. Je m'intéresse énormément, comme vous le savez, à plus d'un titre, à cette notion d'extraction. C'est-à-dire, on ne prend pas tout, on prend quelques éléments et on les modifie. Et justement, la source, alors la recherche de la source est intéressante, mais l'étude de la source, l'étude des sources, comporte des pièges également. Et en voulant bien faire, en voulant remonter le temps, on commet des anachronismes. Par exemple, ce n'est pas parce que l'astrologie a emprunté à l'astronomie qu'elle a au départ emprunté tout ce qu'il y avait en astronomie. Donc la source de l'astrologie originale est l'astronomie, mais toute l'astronomie n'est pas à la source de l'astrologie. Exactement, toute l'astronomie étant à la source de l'astrologie, elle n'a pas été exploitée par l'astrologie, elle n'a pas été utilisée par l'astrologie parce que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas souhaitable. Ne parlons pas évidemment des planètes qu'on ne connaissait pas. Donc, il faut faire très attention à ce genre de raisonnement sophistique qui consiste à dire l'astrologie est issue de l'astronomie, donc en astronomie il y a telle et telle planète, donc ces planètes existaient déjà en astrologie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là aussi c'est un mode de fonctionnement. Alors là on parlait tout à l'heure des différents modes de restauration du passé. Ben, ça c'est un mode à mon avis dévoyé de recherche historique. On peut aussi trouver l'origine de certains quatrains, des centuries, dans des documents, comme par exemple le guide des chemins de France, où il y a le fameux quatrain sur Varennes, enfin qui était l'origine du quatrain sur Varennes. Alors, en fait, au départ, c'est simplement des pages d'itinéraires touristiques, je dirais presque de pèlerinage, etc., qui sont recopiées purement et simplement pour former des quatrains. Et certainement pas Nostradamus qui s'est amusé à ça. Il y a aussi, par exemple, probablement des notes que Nostradamus a laissées à sa mort, des notes touristiques, des notes de voyage, qui ont pu servir tout simplement à faire des quatrains. C'est ce qu'ont montré certains chercheurs, je crois notamment au Québec. J'ai fait d'ailleurs une discussion avec un chercheur quand j'étais à Montréal. Donc, voyez-vous, les sources, la recherche des sources est intéressante, mais il faut toujours garder en tête que ces sources ne doivent pas noyer l'objet que nous étudions et qu'il faut bien essayer de comprendre ce que l'on a fait de ces sources. Quels sont les éléments qu'on a utilisés au départ de ces sources. Sans oublier que par la suite, peut-être, on a rajouté des éléments en recourant aux mêmes sources. C'est ça qui vient compliquer les choses. On est revenu à la même source, mais pour en rajouter. Et après, on essaie de nous faire croire que ces rajouts étaient là au départ. Tout ça, c'est très compliqué. Et au fond, beaucoup d'historiens de ces questions sont très mal à l'aise sur ces sujets. Et moi-même, j'ai eu des difficultés avec mes travaux universitaires dans ce sens. Il y a
historiens ou des prétendus historiens qui restent dans l'idée que l'astrologie de Ptolémée, c'était grosso modo l'astrologie première, que les centuries de Nostradamus, c'était l'œuvre première de Nostradamus, etc. etc. Donc, des histoires comme ça qui circulent et qui sont bien fâcheuses. Pour en revenir à Nostradamus, effectivement, il y a notamment des façons de dénoncer certaines impostures, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Il y a des erreurs. On essaie de faire du... Parce qu'il y a aussi cette idée-là, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait innocent. On essaie de faire croire que certains ouvrages sont anciens en utilisant des éléments anciens que l'on va intégrer, qui vont faire illusion, qui vont donner le change. On pense notamment sur le plan iconographique à l'utilisation de certains almanachs du temps de Nostradamus, qui étaient d'ailleurs des faux almanachs, et les faussaires de l'époque de la Ligue ont cru bon pour fabriquer de fausses centuries, de fausses éditions des centuries. Parce que le débat, ce n'est pas les centuries, ce sont les éditions qui sont fausses. Et les centuries sont aussi fausses. Mais enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est la fabrication de fausses éditions datées, antidatées. Eh bien, ils ont pris de l'iconographie d'almanachs qui n'étaient pas Nostradamus, mais qui étaient des imitations de Nostradamus, donc qui portaient le nom de Nostradamus, et ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ont, confondu l'original et la copie. Et donc par conséquent, ils nous ont sorti des fausses éditions de 455-457 avec l'iconographie, les vignettes qui étaient celles des fausses éditions du vivant de Nostradamus. Donc ce sont des faux vrais, ou des vrais faux, on peut dire. Voilà, donc on peut coincer comme ça les contrefaçons. Hein. Bon, à la limite, enfin, je crois qu'on n'en est pas allé jusque-là. On pourrait faire croire, par exemple, aussi, mais ça serait un peu gros, pour faire croire que on connaissait déjà à l'époque au départ de l'astrologie, on connaissait déjà Uranus et Neptune, par exemple, ou Pluton. Merde, bon, il se trouve que par la suite, on les a effectivement attribués respectivement au Verseau, au Poisson, au Scorpion, et qu'on les a carrément intégrés dans un dispositif ancien. Bon. Justement, pour revenir à cette question des dispositifs anciens, on voit bien qu'il faut restituer un certain ordre des facteurs. Moi, je pense que, je ne sais pas, je pense au test de QI, de quotient intellectuel, je ne sais pas s'il y a des tests qui consistent à classer les documents par ordre chronologique, par ordre de formation. Il y a des tests qui consistent à dire, voilà, cet objet-là fait pas partie de la série, mais est-ce qu'on est capable de... Moi, je pense que ce serait un excellent exercice d'évaluation intellectuelle que de voir si les gens sont capables de classer des séries de photos, des séries de documents, des séries de systèmes dans l'ordre de leur émergence successive. Ça vaut aussi pour les langues. Une langue qui emprunte, forcément, elle est plus tardive que la langue à laquelle elle a emprunté. Donc, il y a des choses comme ça. Bon. En tout cas, l'état, n'est-ce pas, le problème de l'anglais est un cas emblématique, n'est-ce pas? Le cas de l'anglais, il est clair que l'anglais que nous connaissons aujourd'hui est complètement francisé et qu'au départ, il n'était pas du tout comme ça. Donc ça porte le même nom anglais, mais il n'avait rien à voir quasiment. Il a été truffé littéralement de mots français qui ont été empruntés. Bon, alors je reviens à la question de la chronologie de ce dispositif tout à fait connu, auquel j'ai consacré déjà énormément de temps pendant un grand nombre d'années, qui est celui des domiciles et des exaltations. On a là deux systèmes qui cohabitent, qui cohabitent dans la pratique astrologique actuelle. C'est ça qui est le plus drôle, parce qu'on est en plein syncrétisme. Et on veut nous faire croire que tout ça, ça existait dès le départ.
on a d'un côté les exaltations et les domiciles. Mais les domiciles eux-mêmes ont abouti à avoir ce qu'on appelle les doubles domiciles. Alors, il est clair, pour l'observateur un tout petit peu intelligent, qu'au départ, on avait les exaltations et les domiciles avec des domiciles simples. Et qu'après, on a supprimé les exaltations et on a dédoublé les domiciles. Mais ensuite, on a quand même gardé les exaltations qu'on avait supprimées. Donc les deux systèmes qui devaient se succéder cohabitent. Bon. Et les astrologues font ça sans aucun état d'âme. Ils ne se rendent même pas compte que ce sont deux états chronologiques successifs et qu'on ne peut pas les mélanger. Le synchronisme, ça consiste à prendre tout ce qui touche à un certain sujet et à le mettre dans une sorte de synchronie. C'est-à-dire de dire, voilà, tout ça, ça doit servir. Et vous savez très bien que le structuralisme se fait aux dépens de la diachronie. Or, tout ce dont on est en train de parler depuis quelque temps, là, dans cette course, c'est la diachronie. Le rapport entre diachronie et synchronie. Et moi, j'ai exposé dans un récent article que la recherche synchronique, la recherche structuraliste, permettait précisément d'élaborer une nouvelle diachronie. Parce que cette recherche structuraliste, elle met en évidence un certain nombre de dérapages structurels, elle met en évidence le fait qu'il y a des systèmes qui sont devenus incohérents, inconsistants, et qu'on peut rétablir leur cohérence et de la sorte revenir à un état antérieur, même si cet état antérieur n'est plus attesté. Il est attesté puisqu'il est à l'intérieur du système tel que nous est parvenu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous connaissons raconte une histoire. Et que si nous savons décortiquer les documents que nous avons, nous pouvons remonter le temps sans avoir besoin de documents antérieurs, puisque ces documents, nous les avons, ils sont intérieurs aux documents que nous utilisons. Ils sont inhérents aux documents que nous utilisons. Donc on peut faire parler un document et faire ressortir ses états successifs, un peu comme on pourrait par exemple prendre un embryon, un fœtus, et reconstituer plus ou moins l'histoire de l'humanité à travers ce fœtus. Voilà, donc les documents tardifs peuvent comporter des éléments qui nous permettent de remonter beaucoup plus dans le temps. Donc il ne faut pas non plus se plaindre des documents tardifs. Ces documents tardifs sont porteurs de ce qui peut les mettre eux-mêmes en question dans leur prétention originelle.